Les matins de France Culture. Guillaume Erner. L'Inde, une épidémie hors de contrôle au pays de Modi. J'ai par exemple sous les yeux le Financial Times qui revient assez largement sur la situation en Inde, qui explique dans quelle mesure une aide internationale va être apportée à l'Inde, et puis dans quelle mesure on peut avoir affaire à ce que le Financial Times appelle de l'hubris du Covid, cette démesure du Covid en Inde. Bonjour Christophe Jaffrelot. Bonjour. Vous êtes chercheur aux séries Sciences Po et on vous doit notamment l'Inde de Modi, National Populisme et Démocratie ethnique aux éditions Fayard. Alors, il faut d'abord évoquer les chiffres parce que ces chiffres entre 300 et 350 000 contaminations par jour pourraient, je dis cela au conditionnel, ne pas sembler extraordinaire pour un pays d'1,4 milliard d'individus, mais ces chiffres, il faut les interpréter, les contextualiser. Christophe Jaffrelot. Tout à fait. C'est en rapport avec la capacité d'absorption du système de santé qu'il faut apprécier des chiffres comme cela. Nous avons, décidé de confiner quand on a vu nos hôpitaux arriver à saturation ou être sur le point d'arriver à saturation. La situation en Inde est précisément à mesurer dans ces termes aussi. Les hôpitaux indiens sont totalement débordés. On a aujourd'hui des problèmes d'accès à l'oxygène, de fourniture d'oxygène. Les hôpitaux en sont à moduler l'oxygène des patients de manière à ce que tous en aient un peu. Ça ne suffit pas toujours, loin s'en faut. Et donc on a un taux de mortalité considérable. À quoi s'ajoute aussi, quand on regarde les chiffres, la tendance. La courbe est quasiment verticale. Nous n'avons pas eu un seul pays depuis que cette épidémie a commencé qui ait connu une accélération de la contamination aussi rapide. Le nouveau virus, que les Indiens n'aiment pas qu'on appelle le variant indien, donc qu'on appellera autrement, mais ce nouveau virus est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus mortel au sens où il va aussi toucher des populations jeunes. C'est le fameux B1-617 dont on reparlera tout à l'heure, Christophe Jaffrelot, un taux de positivité extrêmement important. Oui. Quand on ne teste pas beaucoup, mais quand on teste, on arrive à Delhi à des taux de 30-35%. À Calcutta, on est arrivé avant-hier à des taux de 50%, et pour une raison d'ailleurs sur laquelle nous reviendrons sans doute, Calcutta est au cœur d'une élection régionale dont la campagne dure depuis maintenant 1 mois. On n'a pas voulu suspendre le cycle électoral, mais on le paye aujourd'hui au prix fort. Et puis enfin, ces chiffres effraient Christophe Jaffrelot parce qu'on considère qu'ils sont sous-évalués tant pour les tests que pour le nombre de morts. Tout à fait. On en est réduit d'ailleurs pour évaluer le nombre de morts à se fier aux incinérations, au nombre de bûchers funéraires que les journalistes d'ailleurs comptent à partir de drones qui survolent les lieux où cela se passe. Les chiffres officiels sont tous systématiquement sous-évalués. Qu'est-ce que l'on peut reprocher à Modi, à son gouvernement dans ce contexte, Christophe Jaffrelot, sur le plan politique? Qu'est-ce que cette épidémie raconte sur l'état du pays? C'est une loupe, comme d'ailleurs le premier confinement de l'an dernier. On a des tendances déjà présentes, qui tout d'un coup sont magnifiées par l'épreuve que représente l'épidémie. La première chose que cela nous dit, c'est que le nationalisme hindou est devenu à ce point dominant qu'une grande fête comme la Kumbh Mela d'Haridwar, aux sources du Gange, qui regroupe des millions de pèlerins, aurait dû être maintenue à la date où elle devait avoir lieu, en 2022. Et elle a été avancée pour des raisons astrologiques d'abord, politiques ensuite, et ça a été ce qu'on appelle un accélérateur de contamination, bien sûr. Ça nous dit que le nationalisme hindou est en quelque sorte, pour reprendre la formule de Pierre Bourdieu, la problématique légitime du politique, la seule à laquelle on ne puisse pas échapper aujourd'hui. Ça nous dit d'ailleurs la même chose d'un autre point de vue. Cette espèce de croyance dans le fait que le sacré échappe à la contamination,
va aussi se traduire par des médecins charlatans qui vendent des produits dits ayurvédiques, et le ministre de la Santé lui-même donnant sa bénédiction à ce genre de médecins, enfin de médecine plutôt, contre l'avis des médecins. Et puis ces scènes, donc pour le Kumbh Mela, donc cette fête qui a été incitée, favorisée par le BJP, le parti de Modi, des millions de personnes convergeant vers une même ville, Christophe Jaffrelot. C'est ça, Haridwar, qui est aux sources du Gange, l'endroit où le Gange tombe dans la vallée, et où on a effectivement, c'était il y a quelques semaines, alors que la courbe s'était déjà redressée. En fait, c'est là où le procès d'incompétence en incompétence est justifié. Les chiffres nous disaient dès fin février que la deuxième vague arrivait. Le 7 mars, le ministre de la Santé dit « Nous avons vaincu le virus ». Le 11 mars, des millions de personnes affluent vers Haridwar et il faut attendre 15 jours ou 10 jours pour que Narendra Modi dise cette fois-ci, mieux vaut que l'on fasse la Kumbh Mela de façon symbolique. Il faut mettre au crédit du gouvernement Modi le fait que, d'après les chiffres dont on dispose, c'est toujours le même problème, la première vague avait en partie épargné l'Inde. Il y avait 185 000 morts, ce qui est peu toujours si on ramène cela aux 1,4 milliard d'Indiens. Et par conséquent, on pouvait imaginer qu'il y avait une singularité indienne. On a même lu dans le New York Times, par exemple, il y avait un long article pour expliquer qu'il y avait vraiment un mystère indien sur les faibles chiffres de mortalité à l'époque, ce qui pouvait conforter le gouvernement Modi dans cette confiance relative, Christophe Jaffrelot? Oui, sauf qu'il y a une contradiction dans la politique publique qui a été suivie. Si la première vague a été si bien contenue, entre guillemets, c'était au prix d'un confinement drastique. Les écoles ont été fermées, les moyens de communication ont été suspendus. Rappelons-nous ces millions de travailleurs migrants jetés sur les rues parce qu'il n'y avait pas moyen de bouger autrement qu'à pied. Là, on ne confine pas. On est dans une crise XXL. 2 villes ont confiné. Bombay, Delhi. On continue à voter à Calcutta. On fait la queue devant les bureaux de vote. Donc, c'est certainement un défaut, je dirais, de cohérence que de dire nous en sommes bien sortis dans la première vague. On peut être confiant sur la seconde. On s'en est bien sortis dans la première au prix de mesures qu'il aurait fallu rééditer si on voulait s'en sortir aussi dans la seconde. Il faut également interpréter cela sur le plan géopolitique dans la compétition que l'Inde livre à la Chine, par exemple sur le plan médical et sur le plan donc de l'industrie médicamenteuse, Christophe Jaffrelot. Oui, il y a ce qu'on appelle une diplomatie du vaccin. Et l'Inde, en janvier, Narendra Modi lui-même, lors du sommet de Davos, virtuel mais toujours aussi important pour les grands de ce monde, annonce qu'il va servir de guide, je le cite, au monde dans la lutte contre l'épidémie en offrant les vaccins dont le monde a besoin. Et de fait, l'Inde est la pharmacie du monde depuis qu'elle a investi dans le médicament générique. Et elle va, c'est vrai, vendre, exporter, donner 68 millions de vaccins en février-mars. Avant de se rendre compte qu'elle en avait besoin elle-même, parce qu'elle n'a pas vacciné tant que ça. À l'époque, on est à 110 millions de vaccinés. Et donc, elle stoppe immédiatement ses exportations, ce qui nous pose d'énormes problèmes en Occident, et pas qu'en Occident, puisqu'en fait, l'Inde est aussi le premier fournisseur du grand projet COVAX des Nations Unies pour donner des vaccins à bas prix aux pays pauvres. Et tout ça est suspendu depuis le mois dernier. Mais il y avait effectivement, comme vous le dites, une forme de compétition avec la Chine, je dirais, derrière cette stratégie, derrière cette démarche, disons, car il fallait pouvoir montrer combien, effectivement, l'Inde était en pointe dans le secteur pharmaceutique. Ce qui est vrai et faux à la fois, parce que l'Inde dépend aussi énormément de fournitures d'intrants qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis. Et aujourd'hui, l'Inde se trouve assez, je dirais, mal disposée vis-à-vis des États-Unis, qui lui refusent la fourniture de ce genre d'intrants.
Et cela met en question la politique de Narendra Modi. Et Christophe Jaffrelot, si vous deviez nous présenter Narendra Modi, un homme politique qui prend de plus en plus des allures de prophète. Oui, il y a un vrai tournant dans la façon de parler, dans la façon d'être, dans le look. Sa barbe s'allonge. Voilà. Pas parce que c'est un hipster, mais... Parce qu'il est en train, effectivement, de changer de répertoire. Hein, le répertoire de l'homme fort, qui était le répertoire qu'il a adopté, on peut le dire, dès 2002. Hein. 2002, il est à la tête du Gujarat. C'est sous son gouvernement qu'a lieu un pogrom qui fera 2000 morts parmi les musulmans. Et il ne demandera jamais pardon, il est l'homme fort. C'est un répertoire qu'il va continuer à habiter jusqu'en 2019 lorsqu'il va décider ses frappes contre le Pakistan en réaction à l'attentat islamiste de Pulwama. À l'époque, il est aussi entouré d'une réputation de bon gestionnaire, notamment pour le Gujarat. Oui, alors ça c'est très usurpé comme réputation, parce que le Gujarat, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, dès lors que le système de santé du Gujarat est l'un des plus défaillants. Il ne faut pas confondre croissance et développement. Le Gujarat a un très bon taux de croissance, de 10%. Mais un des niveaux de développement en termes d'indice de développement humain les plus bas de l'Inde, y compris en termes de mortalité infantile. La croissance au Gujarat, elle vient du fait qu'il a attiré les grands investisseurs qui ont fait la plus grande raffinerie du monde, le plus grand port privé de l'Inde. Ça donne de la croissance. Ça ne se redistribue pas beaucoup et en particulier ça ne crée pas d'emploi. Il y a un problème d'emploi au Gujarat. Une raffinerie automatisée rapporte énormément de dollars mais ne crée pas d'emploi. Donc il a effectivement cette réputation qui l'a aidé à être aussi bien en cours avec les milieux capitalistes indiens. On a quantité d'oligarques autour de Narendra Modi. Ce n'est pas un libéral au plan économique, hein. Mais effectivement, il a pu en jouer lors des élections de 2014 en particulier, lorsque la croissance indienne avait beaucoup faibli et qu'il a pu dire, regardez, moi mon État, il se porte comme un charme. Mais la situation est autre aujourd'hui alors qu'il est au pouvoir et de plus en plus l'économique s'efface. Ça n'est pas tant d'ailleurs vis-à-vis du politique, c'est quasiment du théologico-nationalo-politique. Tout à fait. On est rentré dans une nouvelle dimension qui lui permet d'échapper à ce qu'en anglais on appelle l'accountability, la responsabilité de ses actes politiques. Il n'apparaît pas comme atteignable par la critique quand elle porte sur justement le développement économique. La croissance économique est en berne en Inde depuis 2017. Le taux de croissance ne cesse de baisser. Il a bien sûr totalement implosé avec le Covid l'an dernier. L'Inde aura fait un moins 10% sur l'année 2020-2021, ce qui fait par parenthèse que le taux de revenu par tête est maintenant inférieur en Inde au Bangladesh. On a vraiment une crise du développement. C'est le signe que l'émergence n'a rien d'irréversible. Un pays émergent il y a 10 ans est aujourd'hui redevenu un pays qui se bat contre la pauvreté de masse. Et je crois que ça vaut pour l'Inde, mais pour d'autres pays comparables. Et par ailleurs, indépendamment du Covid, Modi a fait passer un certain nombre de lois à un style de gouvernement extrêmement autoritaire. Peut-être peut-on évoquer, Christophe Jaffrelot, ce qu'il a fait en matière de lutte contre l'alcool, mais aussi ce qu'il a fait contre la forte minorité musulmane. Oui, on a en quelque sorte en Inde, entre le premier mandat et le deuxième mandat de Narendra Modi, mené une transition du vigilantisme de rue au vigilantisme d'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de 2014 à 2019, on a vu les minorités, et d'abord les musulmans, attaqués,
parce que ils étaient accusés de séduire les hindous pour les convertir à l'islam, parce qu'ils étaient accusés d'amener des vaches à l'abattoir, même quand ils étaient simples éleveurs. Et c'est très important cet enjeu sur les animaux. Bien sûr, la vache est un animal sacré par excellence de l'hindouisme, et donc des éleveurs ont été victimes de lynchage. Il y a eu quantité d'attaques qu'on peut relier à de la police culturelle. Ce sont des groupes armés, mais officieux, qui faisaient le travail. Depuis 2019, on a passé un cap, et c'est l'État lui-même qui mène ce genre de répression, ou bien parce que c'est la police qui elle-même s'occupe, entre guillemets, des musulmans et des chrétiens parfois, mais aussi parce qu'on a passé des lois. Une loi parmi d'autres interdit quasiment le mariage interreligieux aujourd'hui. Au nom de ce qu'on appelle la lutte contre le love djihad, l'idée que des musulmans réputés plus virils, plus masculins en tout cas, pouvaient séduire des hindous. Ce qui suscite beaucoup d'inquiétude parce que on se dit qu'on a affaire à un gouvernement qui aujourd'hui promeut une politique xénophobe. Oui, on peut l'appeler ainsi, mais c'est quasiment explicite, c'est-à-dire que vous avez une décision politique qui remonte, on peut dire, à l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, d'exclure les minorités de la sphère publique. Le BJP, le parti de Narendra Modi, est le premier parti à n'avoir eu aucun élu musulman lorsqu'il a remporté les élections de 2014 et à nouveau celles de 2019, ne donnant pas son investiture à des représentants des minorités pour manifester qu'il n'était là que pour représenter les fils du sol. C'est en ça qu'on parle de national-populisme. C'est un peuple qui ne correspond que à la communauté majoritaire. On peut aussi parler de majoritarisme d'ailleurs. Faire que la majorité ethnique et la majorité politique coïncident. Ça, c'est une rupture par rapport au précédent gouvernement indien ? Ah oui. Oui, parce que le Congrès qui gouvernait auparavant n'avait certes jamais fait en sorte que les minorités soient représentées à égalité en proportion de leur poids démographique, mais quand même, il y avait une diversité qui n'est plus de mise. Le mot d'ordre était unité dans la diversité. Aujourd'hui, le mot diversité, c'est très intéressant, est un mot que le BJP va explicitement bannir en disant « nous n'avons pas besoin de la diversité ». Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la situation en Inde. Je renvoie à votre livre « L'Inde de Modi » aux éditions Fayard et vous serez rejoint par Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. On évoquera ce variant B1617 qualifié donc de variant indien. En attendant, il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et on évoque la situation de l'épidémie en Inde, une situation hors de contrôle. Point d'interrogation, on a évoqué avec vous, Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI, auteur de l'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique aux éditions Fayard, la manière dont cette épidémie avait prospéré à la faveur d'un rassemblement religieux qui avait été avancé pour servir des intérêts politico-électoraux et provoquer un nombre de contaminations important. Dans quelle mesure aussi le Premier ministre Narendra Modi était aujourd'hui visé par un certain nombre de critiques et notamment le fait qu'il avait largement sous-estimé cette épidémie avec des chiffres qui sont effrayants, non seulement en valeur absolue mais aussi et surtout si on considère qu'ils sont très largement sous-évalués. Pour continuer d'évoquer cette question, mais cette fois-ci aussi sous un angle sanitaire et épidémiologique, nous accueillons Philippe Amouyel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, épidémiologiste et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Philippe Amouyel, il faut nous présenter le responsable de cette situation, autrement dit celui qu'on appelle le variant indien, mais que l'on peut également appeler avec son nom scientifique le B1617. Que sait-on de lui ?
Alors aujourd'hui, on sait essentiellement des données qui proviennent de ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire de sa structure. La particularité du variant 1.617, c'est qu'il accumule un certain nombre de mutations qu'on a retrouvées dans d'autres virus qui actuellement font parler d'eux. La première, c'est la mutation L452R qui était et qui est toujours dans le virus californien qui, du côté de Los Angeles, avait entraîné une diffusion rapide de l'épidémie. Mais il possède également une mutation qui ressemble à celle du virus sud-africain E484Q, qui en fait là encore, aurait plutôt tendance à favoriser la fixation de ce virus au récepteur. Donc l'hypothèse qu'on a sur ce qu'on appelle le double mutant, qui possède une mutation provenant de deux autres virus, c'est qu'il pourrait mieux se fixer et donc être plus transmissible. En revanche, si on le compare au variant anglais, celui qu'on a chez nous, qui est extrêmement transmissible, il lui manque la mutation N500Y qui, elle, est très associée à la transmission. Donc aujourd'hui, on ne le sait pas bien, on n'a pas de mesure exacte, on pense qu'il y a peut-être une augmentation de la transmissibilité de 20%, mais il est extrêmement surveillé à cause du risque qu'il a, peut-être, de voir apparaître d'autres mutations qui, elles, pourraient déclencher une plus grande transmissibilité. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des mutations dans la mutation. Est-ce qu'on a affaire déjà avec ce B1.617 à ce que l'on redoutait comme étant un virus chimère, Philippe Amouyel ? Oui, tout à fait. Plus le virus se réplique, plus il se multiplie, plus il fait des erreurs. Et quand ces erreurs sont sélectionnées par l'environnement, c'est-à-dire des gens qui ont été immunisés, ou des gens qui ont été moins bien immunisés, ou des gens qui n'ont pas été assez vaccinés en nombre, on s'aperçoit à ce moment-là que certaines de ces modifications et de ces erreurs peuvent présenter un avantage que va contre-sélectionner le virus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on retrouve toujours les mêmes zones de mutation. Alors, elles sortent dans des pays différents et stigmatisent ces pays. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'elles tombent toujours dans ce qu'on appelle la zone de fixation, la spicule ou protéine spike, qui se colle sur le récepteur. Mais alors, ça, c'est une très mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle, potentiellement, Philippe Amouyel. Alors oui, parce qu'on comprend pourquoi il est plus transmissible. Ce qu'il faut voir tout d'abord, c'est qu'actuellement on a très peu d'études et sur sa transmissibilité et sur sa virulence, c'est-à-dire sa gravité. On ne le sait pas. Ce qu'on voit actuellement en Inde est une explosion de la maladie, mais il faut savoir quand même que c'est uniquement 60% des cas dans certaines zones, le Maharashtra, et la zone du Bengale. Ailleurs, il est aux alentours de 5 à 15% suivant les régions, l'autre étant essentiellement le variant anglais. L'autre élément, c'est est-ce qu'il résiste au vaccin ? Alors là encore, on a très peu d'études. Il y a une étude qui vient d'être publiée. Alors, il y a beaucoup de bruit qui court. J'ai l'habitude de me référer à ce qui est publié soit dans les archives médicales, soit dans les papiers reviewés. Une étude qui a été faite avec le Covaxin, ou Covaxin, qui est ce vaccin qui a été fabriqué en Inde par Bharat Technologies, dont ils disent qu'il est actif également sur cette mutation, alors qu'il l'est moins sur la mutation sud-africaine. Et tout ça, c'est des expériences in vitro, on ne sait pas exactement ce que ça donne. Deuxième point d'espoir, Je vous en prie, Philippe Amouyel. Deuxième point d'espoir, c'est qu'avec les vaccins ARN messagers qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait tout à fait construire une partie de vaccin qui puisse être spécifiquement dirigée contre le variant indien. Donc voilà, c'est les notions d'espoir qu'on peut avoir là-dessus. Un point, Christophe Jaffrelot, parce que effectivement, on évoque la situation en Inde, mais 1,4 milliard d'individus, un pays continent, bref, la situation est disparate en fonction des États. Exactement, et en fait, ce que l'on voit, c'est que sur un territoire grand comme l'Union européenne, plusieurs variants cohabitent et rendent très compliquée la stratégie vaccinale. La question qu'on peut se poser effectivement aujourd'hui, c'est que doit faire l'Inde en termes de vaccination ? Doit-elle administrer les vaccins qu'elle a mis au point elle-même, dont on vient de parler ? Doit-on au contraire lui en envoyer, nous, elle en demande, parce qu'elle a une pénurie aujourd'hui à gérer. Et c'est là qu'on voit combien cette pandémie est globale. On ne peut pas considérer que c'est l'affaire de l'Inde aujourd'hui. C'est notre affaire à tous. C'est notre affaire à tous parce que il faut aider un pays dans le besoin, mais c'est notre affaire à tous aussi parce que ce virus va voyager. Il est déjà arrivé en Europe.
en fait, il n'y a pas de frontières, véritablement. Surtout pour une population comme celle-ci, qui voyage constamment. La diaspora indienne, c'est 20 millions de personnes. Il y a des Indiens aux quatre coins du monde. Donc, on voit bien l'ampleur du défi en termes purement géopolitiques, pour le coup, et on ne peut pas se renvoyer la balle, surtout, on l'a vu ce week-end, traîner les pieds quand il s'agit de venir en aide. Et oui, Philippe Amouyel, c'est d'ailleurs le sens de l'un des éditoriaux du Financial Times aujourd'hui qui explique que l'aide étrangère n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une question d'intérêt égoïste des États, parce que il y a plusieurs raisons pour œuvrer à ce que l'épidémie en Inde régresse. Donc un intérêt évidemment moral, mais aussi le fait de ne pas entraîner d'autres mutations et puis de créer un réservoir viral. On peut dire les choses ainsi, Philippe Amouyel? Alors tout à fait, un réservoir où le virus pourrait se répliquer et voir apparaître d'autres mutations. C'est pour ça que on parle souvent de la vaccination, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que si vraiment on veut lutter contre ce virus, il faut vacciner 6,5 milliards à 7 milliards d'individus sur la planète. Ce sera la seule façon de faire. Aujourd'hui, on est arrivé à 1 milliard, mais ces points de résurgence qui peuvent apparaître un peu partout dans le monde sont toujours autant de sources de soucis qui font qu'il faudra continuer à vacciner probablement chaque année ou peut-être tous les 2 ans les différents ressortissants des différents pays. L'autre stratégie est en parallèle d'essayer d'arriver vers ce qu'on appelle la notion de zéro Covid, en vaccinant le plus de monde possible et en le traquant partout où il est, mais pas uniquement dans les pays qui ont les moyens d'avoir le vaccin, sur l'ensemble de la planète, et ça c'est un enjeu majeur. Bon, mais alors, si on sait quel est l'endroit qui, semble-t-il, accueille ces mutations, est-ce qu'il est possible, et c'est, semble-t-il, ce vers quoi on se dirige, ou on voudrait se diriger en tout cas, Philippe Amouyel, autrement dit, un vaccin qui serait un vaccin capable d'attaquer tous les mutants, tous les variants, parce qu'il frapperait précisément autour de cette spicule, c'est comme ça que vous dites ? Tout à fait. Donc ce serait les notions, c'est les notions de travaux de recherche qu'on a sur plusieurs virus, comme le virus de la grippe également, pour un vaccin universel. C'est-à-dire qu'on ferait toujours une dose qui serait répétée peut-être tous les 5 à 10 ans. Alors aujourd'hui, il y a bien sûr des travaux qui recherchent qui travaillent sur ce type de vaccin. En revanche, on ne connaît ce vaccin que depuis ce virus que depuis 1 an et demi. On ne sait pas comment il va réagir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dont on s'aperçoit, c'est que lorsque l'on fait une 3e injection, même sans forcément les différents mutants, on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine efficacité qui est améliorée pour les vaccins en général. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses. Refaire des vaccinations et des rappels avec les nouveaux variants intégrés, refaire des rappels avec les mêmes qu'on avait utilisés pour restimuler la réponse immunitaire qui va être plus globale. Et puis, il faut toujours avoir cette stratégie d'essayer de limiter au maximum la contamination et d'aller vers ces stratégies, alors peut-être pas zéro Covid, mais à taux de Covid très bas, qui permettent d'ouvrir, comme on le voit au Royaume-Uni, comme on le voit en Nouvelle-Zélande ou comme on le voit en Israël, la vie quotidienne un peu plus largement. Mais alors attendez, Philippe Amouyel, parce que on nous vantait les mérites de l'immunité collective, mais aujourd'hui on se rend compte que l'immunité collective, le chemin est long et durant ce chemin, le virus mute. Par conséquent, l'immunité collective, c'est un leurre. Non, c'est pas un leurre. Cette immunité collective par rapport aux anciens variants qu'on a connus a évolué. C'est-à-dire que maintenant, il est important d'avoir plus de personnes vaccinées. On estime que c'est aux alentours de 70 à 80% des populations pour acquérir cette immunité collective. Alors, elle est construite à la fois à partir de l'immunité malheureusement naturelle liée aux patients qui ont été contaminés et de l'immunité acquise par les vaccins. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'elle a tendance à varier en fonction du temps et qu'elle n'est pas permanente. Donc, ça pose 3 problèmes. Il faut vacciner un suffisamment grand nombre de personnes. Il faut pouvoir revacciner des personnes qui ont déjà été contaminées. Et enfin, il faut pouvoir imaginer de refaire des rappels comme on le fait pour le vaccin antigrippal. C'est absolument pas nouveau. Et dernier point, pour élargir cette couverture vaccinale, peut-être que la vaccination de tous les adultes, tant qu'elle n'est pas obligatoire, nécessitera une extension à d'autres classes d'âge, en particulier les 18-14 ans probablement pour commencer. Bon, mais parce que on pensait avoir atteint une immunité collective, alors il y avait différents lieux, alors on évoquait par exemple Calcutta, Manaus au Brésil, et puis alors on se rend compte que l'épidémie flambe aujourd'hui à Calcutta, à Manaus. On sait maintenant que s'il n'y a peut-être pas beaucoup de réinfections avec la souche historique du coronavirus, je ne sais pas comment l'appeler, il y a en revanche des réinfections avec les variants.
Alors oui, il faut voir un peu ce qu'on appelle l'immunité collective. Depuis le début, on a été plusieurs, en particulier à signer le mémorandum de John Snow, qui regroupe un peu plusieurs milliers de chercheurs, qui disent on ne peut pas atteindre une immunité collective par l'immunité naturelle. Parce que, ça a un prix en nombre de malades et de morts qui est absolument colossal. Et deuxièmement, finalement, ça facilite la présence du virus parce qu'elle va venir progressivement, pas aussi vite qu'une campagne de vaccination. Si on prend l'exemple de Manaus, c'est plutôt une immunité collective, entre guillemets, naturelle qui est arrivée. Mais le virus a tellement circulé au Brésil, on compte à peu près 70 variants qui courent au Brésil. Ça, on n'en parle pas, qui n'ont pas encore émergé, mais peut-être que certains vont trouver. Donc plus on laisse courir... 70 variants. Voilà, qui sont identifiés. Juste pour vous donner une idée, depuis que le variant est séquencé, il a muté plusieurs milliers de fois. Mais toutes ces mutations... Parce que juste pour rappeler, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Philippe Amouyal. Donc il faut rappeler que le virus est composé de 30 000 séquences et que dans ces 30 000 séquences, ça fait à la fois peu de variations et beaucoup de variations s'il s'agit de lutter contre elles. Oui, alors en fait, cette séquence de 30 000 bases, elle est simple. Par rapport à un génome humain, rien à voir, quoi. C'est 30 000, génome humain, c'est 3 milliards et demi. Mais la particularité du virus, c'est qu'il se réplique à une vitesse phénoménale. Et chaque fois qu'il va infecter une cellule, plusieurs millions de particules vont sortir, vont réinfecter des cellules. Donc c'est ce taux de multiplication qui génère énormément de mutations. Nous-mêmes, on en a, sauf que notre taux de reproduction, il est sur une génération. Donc on ne les voit pas arriver. Notre patrimoine génétique est très peu différent de celui des Égyptiens ou même celui des premiers hommes préhistoriques. On n'a pas eu le temps d'évoluer comme évolue un virus. Or, c'est typiquement un mécanisme darwinien, c'est-à-dire que ces petites erreurs qui sont faites parce que la technologie biologique n'est absolument pas parfaite, l'aident justement à évoluer et à muter. Ce qu'il faut, c'est que soit il arrive finalement sur des cul-de-sac, c'est-à-dire que, comme vous dites, elle n'est pas très très grande, la spicule en question, que finalement on ait épuisé tous les cul-de-sac, que l'immunité collective permette de lutter contre chacun d'entre eux, et peut-être, si on arrive vraiment à réduire sa circulation, il pourra disparaître progressivement. Mais personne n'est capable de dire si ça prendra 1 an, 10 ans ou une génération. Bon, en tout cas, Christophe Jaffrelot, aujourd'hui, la communauté internationale est véritablement mobilisée autour de la situation en Inde, y compris le Pakistan, ce qui est peut-être l'une des informations les plus importantes sur le plan géopolitique. Le Pakistan va aider l'Inde. Qu'est-ce que ça signifie ? Il a offert ses services. Maintenant, on va voir si l'Inde les accepte. Le Pakistan est de toute façon toujours 15 jours en retard par rapport à l'épidémie en Inde. Donc il va lui aussi être frappé inévitablement. Mais effectivement, on voit combien c'est au niveau international que ces affaires se jouent. Et on peut quand même s'interroger sur le dispositif mis en place. Est-il bien raisonnable de laisser la mise en place de vaccins, la mise au point de vaccins, la vente de vaccins à toute une série de multinationales du secteur pharmaceutique quand joindre ses forces serait peut-être de bonne méthode? Et puis, la grande question est celle de l'universalisation de la vaccination, donc du prix de la vaccination. Et pour reprendre l'exemple indien, que l'on vende le vaccin, que l'on fasse payer le vaccin, est peut-être la chose à bannir dès maintenant. Aujourd'hui, un vaccin en Inde, c'est 600 roupies quand on se le fait administrer dans un hôpital privé. C'est 400 roupies si c'est l'État fédéré. Et alors par rapport au pouvoir d'achat indien ? Alors, ce n'est pas si peu cher que ça, car vous savez, le taux de pauvreté en Inde et on a maintenant un quart de la population qui vit en dessous, c'est $1,25 par jour, et on a maintenant 75 roupies dans $1, donc vous avez beaucoup de gens qui vont perdre. Oui, c'est plus cher qu'en France, puisque l'AstraZeneca est donné à €1,50. Tout à fait. Vous avez là une vraie contradiction. Si on veut universaliser la vaccination, il faut la rendre accessible à tous. Et il faut la rendre accessible à tous à travers le monde. Et peut-être que ce n'est pas dans des entreprises privées qu'on devrait s'en remettre, à elles qu'on devrait s'en remettre pour en faire un bien public. Et d'autre part, quand on arrive avec des niveaux de pauvreté comme ceux de l'Inde, alors faire payer le vaccin est contradictoire. Mais alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que le gouvernement Modi achète le vaccin, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais Modi a collecté $1,2 milliard l'an dernier
de manière diverse et variée, en taxant l'entreprise au titre de la contribution au développement durable, en faisant payer un jour de leur salaire à tous les fonctionnaires. Cet argent devrait servir à cela. Et il a servi à quoi? Et on se le demande. Philippe Amouyel, le problème c'est de savoir avec quoi on devrait vacciner, non seulement en Inde mais aussi en France, non seulement parce que il y a différentes controverses au sujet des vaccins, par exemple des vaccins adénovirus, mais aussi une controverse sur leur efficacité par rapport aux variants. Que sait-on aujourd'hui à ce sujet, Philippe Amouyel? Alors, en ce qui concerne les variants, les études un peu sérieuses qui ont été publiées, avec les vaccins qu'on connaît nous en France, c'est-à-dire Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, alors je dis en France mais également dans d'autres pays, ce dont on s'aperçoit qu'ils sont tous actifs contre les variants, sauf peut-être l'AstraZeneca un peu contre le variant sud-africain, mais c'est un degré. Ça tombe mal, c'est celui qu'on a du mal à diffuser. Voilà, c'est ça. Mais bon, les faits sont les faits, hein. On va pas, voilà. Donc du coup, ce dont on s'aperçoit, c'est que potentiellement, on pourrait refaire une troisième dose pour encore améliorer l'immunité, pour accélérer l'élimination des variants. On pourrait également, grâce aux ARN messagers, refaire des vaccins beaucoup plus ciblés contre chacun des variants. Maintenant, il faut regarder les autres vaccins, comme ceux de l'AstraZeneca, parce qu'ils ont un grand avantage, c'est qu'on peut les utiliser à température ambiante et que leur coût est extrêmement faible. Vous avez ainsi le Johnson & Johnson, qu'on peut même faire en une seule injection, qui est un très grand avantage, et également le vaccin Sputnik V, qui est avec les mêmes vecteurs que le Johnson & Johnson. Donc on peut tout à fait imaginer que pour des vaccinations de masse, avec des vaccins qui sont d'efficacité supérieure à 50%, c'est généralement la base qu'on prend. Là, on a été sidéré par les effets des vaccins ARN messagers à 80%, mais en général, un vaccin est utile à partir de 50%. Ce qui ne semble pas être le cas pour le Sinovac, mais en revanche, le Covaxin pourrait. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir utiliser ces vaccins en très grande production et voir un peu si on peut les étendre. Dernier point, il y en a un qui est toujours dans le pipeline, c'est celui de Sanofi, qui lui est encore une autre forme, qui permettrait d'être utilisé à température ambiante, qui sortira probablement pas avant le début de l'année prochaine, mais qui aussi pourrait être un outil beaucoup moins cher et aussi efficace en termes de population que ceux que l'on observe aujourd'hui en France, par exemple. Oui, mais alors, attendez Philippe Amouyel, parce que je ne veux pas le dire trop fort au cas où le virus nous écouterait, mais si on reprend votre perspective darwinienne, le virus et ses variants vont là où finalement leur diffusion est la plus aisée. Si on vaccine avec l'AstraZeneca, il y a, d'après le nombre de doses qu'on va recevoir en France, environ 20% de doses qui seraient constituées par l'AstraZeneca. Si celui-ci n'est pas efficace contre l'un des variants, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit précisément ce variant qui se diffuse? Alors non, pour l'instant non, parce que il se diffuse pas, le variant anglais écrase tous les autres, que l'AstraZeneca est efficace contre le variant anglais. Le Royaume-Uni en a fait la preuve, ils sont sortis parce qu'ils ont massivement vacciné avec le vaccin d'AstraZeneca. Il sera tout à fait possible de faire un rappel. Donc voilà, je pense pas que ce soit cette notion-là qui soit majeure. Il faut voir l'impact qu'on a au niveau individuel et l'impact qu'on a aux populations. Là, on parlait d'une vaccination universelle et de trouver le meilleur vecteur, c'est-à-dire le moins cher et le plus efficace, qui permettent de vacciner très vite l'ensemble de la population pour justement éviter de laisser au virus une fenêtre de temps où il va pouvoir continuer à se répliquer pour être dans une course sans fin. Il faut essayer d'avoir 4 semaines, 1 mois d'avance sur les virus, ce qu'on n'a jamais réussi à faire en France jusqu'à présent par rapport au pic épidémique, mais qu'il faudrait qu'on puisse faire maintenant que tout va probablement se stabiliser au niveau mondial pour justement avoir une lutte coordonnée en vaccinant massivement, mais avec des outils qui permettent de le faire. Vous imaginez pas un moins 80 en Afrique, par exemple. Ça va être très compliqué à manipuler. En revanche, si tous ces nouveaux vaccins qui arrivent pouvaient être distribués dans ce contexte, ça pourrait être très utile. On voit aussi, alors ça sur un terrain plus
politique, puisque vous évoquiez le populisme de Modi, notamment dans l'ouvrage que vous avez publié chez Fayard, Christophe Jaffrelot. On voit que les régimes populistes, finalement, ne sont pas bien placés dans la lutte contre la pandémie. On parle de Modi, on pourrait parler d'Orban, puisque aujourd'hui, on sait que les statistiques de mortalité, je parle bien de mortalité en Hongrie, sont les pires au monde, ce qui signifie que des pouvoirs autoritaires ne sont pas forcément bien placés pour lutter contre ce coronavirus, Christophe Jaffrelot. Oui, effectivement, et il faut distinguer peut-être populisme et autoritarisme, mais ce sont les deux faces d'une même pièce de plus en plus. Le populisme, il est effectivement pris à défaut dans ces politiques publiques-là, d'abord parce qu'il se nourrit quand même d'un certain antiscientisme, le rejet du savoir et je dirais des sachants, des scientifiques se porte bien dans les régimes populistes. Et on le voit, je l'ai dit, en Inde d'une façon spectaculaire. On a voulu faire croire, et le gouvernement lui-même a voulu faire croire que des médecines traditionnelles pouvaient vous immuniser contre le virus, ce qui est désastreux en termes de santé publique. Donc il y a cette dimension. Le populisme a cette face anti-intellectuelle, anti-scientiste qui est très dommageable. Et puis d'autre part, il y a en quelque sorte la mobilisation des électeurs autour d'un homme fort qui va apparaître comme le protecteur et celui qui va justement utiliser en quelque sorte la détresse. Imaginez que sur les flacons de vaccins, c'est le portrait de Modi qui apparaît, que sur les certificats de vaccination, c'est le portrait de Modi qui apparaît. Et que là, pour les élections au Bengale occidental, le BJP a promis la vaccination pour tous dès lors qu'on votait pour lui. On a cette espèce de populisme vaccinal en quelque sorte. Sur le plan épidémiologique, je ne sais pas si ça tient vraiment la route. C'est contradictoire, puisqu'effectivement, faire des files d'attente devant les bureaux de vote, c'est pas la meilleure façon de lutter contre l'épidémie. Ça, c'est l'aspect populiste. L'aspect autoritaire, il est aussi contraire à l'efficacité des politiques publiques, tout simplement parce que dès lors que vous privez d'informations, dès lors que vous ne pouvez pas aller dans les hôpitaux pour montrer comment ça se passe, l'idée de ce qu'est la maladie se diffuse beaucoup plus lentement, et puis surtout, on n'a plus d'informations. Et aujourd'hui, par exemple, en Uttar Pradesh, on ne veut pas que les hôpitaux disent qu'il manque d'oxygène. Philippe Amouyel, un mot de conclusion. Alors cette fois-ci pas sur les régimes populistes, mais sur la situation dans les démocraties et par exemple la France. Vous qui êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, comment observez-vous la situation actuelle ? La situation actuelle est que le taux de circulation du virus est extrêmement important. Ce matin, toujours 6000 patients en réanimation. Juste pour vous donner des chiffres, même si on ne veut plus en parler, on ne veut ne parler que d'évolution des tendances pour prendre les décisions. Novembre, lorsqu'on est sorti de confinement, l'objectif était de 5000 contaminations par jour et moins de 3000 patients en réanimation. Aujourd'hui, on est à 4 fois plus en ce qui concerne les contaminations, au double en fonction des réanimations. Avec des mesures qui ne sont pas comparables en termes de contraintes à celles qu'on a connues, que ce soit en mars, bien entendu, mais également en novembre. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut continuer sur cette ligne de crête ou la moindre étincelle, si c'est par exemple le démarrage d'un nouveau variant, ou alors des réunions un peu intempestives, ou alors des réouvertures un peu trop rapides. Donc réellement, il va falloir suivre au jour le jour cette évolution, et j'espère que le gouvernement, lorsqu'il mettra en place sa décision politique de reprise de l'activité, le fera en toute conscience et quand même en suivant ces indicateurs épidémiologiques qui sont quand même des éléments essentiels. On n'est pas au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a aujourd'hui par million d'habitants que 40 à 50 contaminations par jour, quand nous, on en a 450. Mais alors, est-ce que ça signifie justement que d'ici fin juin, puisque semble-t-il, alors il y a différents calendriers qui sont agités, mais il pourrait y avoir différentes phases jusqu'à fin juin pour la réouverture des différents lieux, Philippe Amouyel. Est-ce que d'ici là, il faut avoir atteint la même barrière vaccinale qu'au Royaume-Uni ?
Logiquement, oui. C'est ce qui se passe aussi en Israël. On parle beaucoup d'arrêter le masque en extérieur. Israël l'a fait, mais ils sont à 82% de taux de vaccination. Donc ça va énormément dépendre du taux de vaccination et de la vitesse avec laquelle on va vacciner. Pour atteindre les objectifs du gouvernement de 30 millions au 15 juin, il faut quand même qu'on tourne à 500 000 vaccinations au jour et qu'on ait les doses pour le faire. Oui. Il faut également qu'on réduise ce taux de transmission en faisant du dépistage. Alors j'ai appris ce matin que ça y est, l'autotest était maintenant autorisé chez les petits. Donc on va pouvoir massivement, il faudrait massivement s'auto-dépister ou organiser des dépistages pour que les gens puissent s'isoler. Et c'est ça qui pourrait faire baisser le seuil de contamination rapidement également. Merci. Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Christophe Jaffrelot, chercheur aux séries L'Inde de Modi aux éditions Fayard. Votre livre